Le cours de nos travaux et je dois vous annoncer que vous êtes des privilégiés. Pas parce que vous êtes assis dans une salle de cinéma à discuter de choses très importantes, mais parce que vous allez avoir l'exclusivité de la découverte du film La Voix des rivières de Laure Martin Hernandez et Vianney Sotessa. Alors, on a le choix entre découvrir sans présentation ou avoir quelques mots en préambule. Je crois que la deuxième solution est plus acceptable pour des gens avertis comme vous. Donc, j'appelle Laure Martin. Est-ce que vous pourriez venir? Est-ce que Vianney est là avec vous? Très bien. Je vais vous donner chacun un micro. Voilà, ça va. Alors, on connaît un peu l'attachement des populations à l'eau en dépit des contraintes et des phobies historiques. L'idée de départ, c'est réellement d'aller à la découverte de ce lien très particulier entre les rivières et les Martiniquais. Je me tais, je vous laisse présenter votre film et ensuite on va le visionner. C'est parti. Sous vos applaudissements. Merci. Vous verrez après si ça mérite ou pas. C'est un film qu'on a effectivement co-réalisé avec Vianney Sotessa, qui a été suscité par cette étude qui a été menée sur les comportements des Martiniquais vis-à-vis des rivières, qui nous semblait intéressant comme discours pour porter un discours écologique. De rappeler l'attachement des habitants à ces milieux et puis leur force, que ce soit dans l'expression artistique, dans l'imagination, dans les représentations, et puis peut-être des choses plus puissantes qu'on pouvait imaginer. Donc c'est un film de 52 minutes, peut-être que ce serait bien d'en discuter un petit peu après, plutôt, mais je laisse Vianney, je ne sais pas si tu veux faire un commentaire sur La Voix des rivières. Laure, il faut que tu précises malgré tout que tu es journaliste. Je l'étais. Tu l'étais. Je suis on le reste toujours un tout petit peu. Autrice et réalisatrice de films documentaires. Très bien. Vianney, je te laisse la parole. Oui, merci d'être présent pour voir ce film. C'est un film en fait, où on a nous-mêmes une grande liberté d'expression et on voulait surtout ne pas faire un film qui soit que scientifique. Donc je remercie, au nom de Laure aussi, je pense qu'on peut remercier l'Office de l'eau de nous avoir ouvert les portes de leurs collaborateurs, mais surtout de nous avoir permis de nous exprimer à travers notre regard, parce qu'effectivement, Laure a un passé journalistique et militant engagé en termes d'écologie, mais on est aussi des auteurs et ça nous plaisait d'aborder ce film à notre façon, en y mettant de la poésie, de l'émotion, donc j'espère qu'on a réussi. Et on en parlera juste après pour échanger si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont participé au film qui sont dans la salle. Donc. On va les remercier tout à l'heure. Très bien, merci. Merci de votre collaboration. On visionne, c'est parti. Vous êtes prêts en régie? On lance. À tout à l'heure. Je vois que ce film mérite à nouveau des applaudissements. Je vais demander à nouveau aux réalisateurs, producteurs, ouvriers de ce film, Laure Martin Hernandez et Vianney Sotessa, de nous rejoindre. Là, vous allez pouvoir vous asseoir. Je vais demander à nos collaboratrices de venir nous rejoindre pour les micros. Ah, vous allez récupérer celui-là. J'en ai un deuxième. Voilà. Asseyez-vous. Vous avez un micro, c'est bon. Très bien, je pense me faire l'interprète de l'ébahissement. C'est ça? Non? C'est ça?
de la salle et vous féliciter à nouveau. Merci. Félicitations à partager avec Nicole Cage qui est là, qui a Bravo. écrit les textes de La Voix de la Rivière. Avec Laurent, tu es où Laurent? Laurent Fénis, Bambouman. Faut qu'il se lève, faut qu'il se lève. Qui a fait la musique originale et qui apparaît. Et puis dans la salle, je vois, il y a Victor Anissé qui est là. Bravo. Il y a Monsieur Sainte-Rose qui est là. Bertrand Morandi qui est là. Philippe Bourgade, j'ai vu tout à l'heure. Philippe, il est quelque part, il est là. Le voilà. Noël Ambre qui se baigne dans la rivière. Merci Noël Ambre d'avoir accepté. Oui, je l'ai Merci. rencontré tout à l'heure. Et j'oublie des gens qui sont là. Enfin, merci à tous les participants qui ont accepté. Madame Adin. Bravo, également. Madame Adin. Mélissa, oui, de l'ODE, qui fait les prélèvements, qui se cache derrière. OK, avec Philippe, il y a un coin là-bas. Voilà, merci à tous. Tous ceux qui ont retrouvé des bouts de dessins de Victor Anissé sont priés de les ramener. Très bien. Alors, vous avez probablement des questions, des remarques. On va faire court, d'accord? On va tenir les délais. J'ai 10 minutes. On y va. Question juste à côté. Je vous rappelle les règles. Vous vous présentez et ensuite vous posez votre question ou vous faites vos remarques. Oui, bonsoir. Bernard Domergue. Ça s'arrête là. Juste pour vous féliciter. Très beau film. Vous m'avez permis de voir certains endroits que je connais bien et où je ne suis plus retourné depuis une quinzaine d'années pour un accident de la vie. Et juste une petite remarque, une petite précision historique, juste pour que tout le monde s'en rappelle. Cœur Bouliki, avant de s'appeler Cœur Bouliki, s'appelait Savane Papa. Et ça, ce sont on va dire, les anciens Joséphains qui connaissent cette appellation. Hein, Savane Papa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Monsieur Domergue. D'autres questions ou remarques? Donc, David Denel, Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Donc, personnellement, j'ai fortement apprécié le film. Je trouve que aussi bien il est informatif, mais la posture de la narration avec la rivière qui pose au spectateur, est-ce qu'il entend la voix de la rivière ou est-ce qu'il est dans ce chemin de destruction, tout en donnant des informations sur qu'est-ce que la rivière, d'où elle vient, etc. Je trouve que c'est un document qui, justement, peut sensibiliser vraiment le Martiniquais sur l'importance de la rivière avec une approche, quand je dis simple, c'est un compliment, ça veut dire que n'importe quel Martiniquais peut être touché par ça. Et bien sûr, j'aurais aimé savoir comment avoir le film lorsque nous allons faire tout simplement pour faire les projections à travers les associations de pêche en Martinique. Alors peut-être une petite précision utile. Alors vous avez probablement vu à plusieurs reprises apparaître le nom de l'ODE. L'initiative revient quand même à ces deux individus qui sont venus voir l'ODE. Alors racontez-nous un petit peu la genèse. Qu'on n'aille pas imaginer que l'ODE a subventionné ou a commandé le film. Ce n'est pas du tout le cas. Non, l'idée est née de la présence de cette étude en sciences sociales qui effectivement permettait peut-être de jeter un nouveau regard sur les rivières et de sortir. Nous, on trouvait ça intéressant parce que c'est sortir d'un discours complètement scientifique, science dure, et d'entamer autre chose ou d'ouvrir d'autres champs qui me semblent très importants symboliquement pour nous raccrocher à la nature et à l'environnement. Je pense qu'effectivement, la réflexion occidentale qui veut mettre un prix sur tout et qui a un regard très consumériste de la nature nous a emmenés là où on est.
et que par ce biais de sciences sociales, a essayé de comprendre d'autres liens et la place dans l'imaginaire, était un moyen intéressant à activer par rapport à un discours écologiste. Voilà, ça a été notre sentiment et on l'a proposé à l'ODE qui a bien voulu nous suivre en nous disant même n'hésitez pas à mettre des artistes. Donc on en a rajouté, y compris les danseurs, etc. Je pense qu'ils sont effectivement des vecteurs très importants pour expliquer ou pour montrer l'invisible, les artistes. Et c'est ainsi qu'on a voulu les solliciter, aussi bien des plumes comme Nicole, des voix comme Jocelyne, des compositeurs et interprètes comme Laurent, qui fabrique tous ces instruments en bambou. On a trouvé que cette voie artistique-là, effectivement, était un bon moyen pour toucher peut-être une autre fibre, un autre moyen d'alerter les gens que ceux qu'on emploie habituellement et qui visiblement fonctionnent plus ou moins bien. Très bien. Vianney, un petit mot sur les difficultés du tournage. Est-ce que quand on tourne, c'était un peu humide probablement, quand on tourne dans une nature souvent sauvage comme celle-là, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Parce que bon, on a ici des gens qui sont peut-être des apprentis réalisateurs. À part le fait qu'on n'ait pas les autorisations des rivières en personne, c'est pas très compliqué en fait. À qui appartiennent ces rivières? On va pas rentrer dans le débat. C'est une plaisanterie. Non, en fait, c'est très facile de tourner, d'autant plus qu'on ne voulait pas forcément à chaque fois avoir le soleil au zénith avec du ciel bleu. Enfin, l'eau étant partout, y compris dans la pluie. J'ai vu que vous avez renoncé à toute rencontre en lien avec le magico-religieux en refusant de tourner la nuit, c'est ça? Vous avez eu peur, hein? Pas du tout. Non, en fait, non, on voulait vraiment filmer les rivières dans tout leur état. Donc, on s'était dit, on tourne tel jour et puis on verra s'il fait beau ou s'il pleut, c'est pas grave, on y va parce que l'eau fait partie de l'élément rivière. Donc, qu'elle tombe du ciel ou qu'elle soit dans le sol, c'était aussi important. Après, quand on interroge des passionnés, de toute façon, c'est beaucoup plus facile que d'aller faire une enquête d'investigation où on veut mettre le doigt sur des sujets qui blessent. Là, l'idée, c'était vraiment de rassembler les gens autour d'un sujet qui nous concerne tous. On ne cherchait pas à diviser et on ne cherchait pas des coupables. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des rivières qui sont abîmées. L'objectif, c'est d'essayer de vivre avec en les améliorant et d'éviter de les polluer à nouveau. Mais on ne va pas chercher à dire si c'est sale, c'est parce que c'est un tel ou un tel, un tel. Ça, c'est fait. Donc maintenant, essayons d'avancer ensemble. Essayons de mettre tout le monde en avant dans le même sens plutôt que d'essayer d'aller trouver des coupables. Bon, ça fera l'objet d'autres films débats avec d'autres personnes, mais ce n'était pas notre objectif. Ah oui, Claude Lys va adorer ce message consensuel qu'il essaie péniblement d'appliquer dans son assemblée. C'est pas facile, hein. Félicitations, Monsieur le Président, félicitations. Très bien. Mais il peut venir tourner des rivières avec nous, là. La prochaine fois, ça peut lui faire du bien. Ne lui rappelez pas de mauvais souvenirs, parce que je rappelle qu'il est du Marigot, il a dû gérer des choses en campagne politique près des rivières. Voilà, d'autres questions? Non? Oui? Merci. C'était pas une question, c'est simplement un commentaire. J'imagine à quel point les Martiniquais peuvent être sensibles en fait à ce film. Et ce qui a été projeté ici, c'est une œuvre d'art. Mais ce que je veux dire, la force de ce documentaire-là, c'est aussi dans le caractère universel du message qu'il véhicule. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas martiniquais, mais j'ai été très sensible et très ému par ce que vous avez présenté ici. Bravo. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot? Peut-être pour répondre à la question comment peut-on le voir, etc. Nous, on est effectivement des ouvriers, comme le disait Eddy quand on est arrivé. Faut voir avec la production qui s'appelle Bérénice Media Corp. C'est une productrice guyanaise. Et peut-être l'ODE, je ne sais pas comment les deux se sont arrangés. Voilà. Très bien. Bah, sur ces mots... J'avais juste... Désolé. Je suis Mélanie Artemin, je suis écologue. Je vous remercie vraiment pour avoir
mêler l'artistique aussi présent comme ça dans ce film. Et je rejoins en fait le commentaire de Fadi, que c'est vraiment un film qui expose énormément de choses et qui traverse, à mon avis, l'Atlantique d'un côté, enfin toutes les géographies. Ce film-là peut être vu absolument dans le monde entier parce que le rapport à l'eau, comme on a vu là avec les baptêmes par les Amérindiens dans l'eau, c'est dans toutes les cultures. Par chez moi, même dans les Pyrénées, on est aussi trempé dans l'eau. Donc c'est un film vraiment magnifique et qui, je pense, peut être vu et où la Martinique, en plus, peut se faire la vitrine en fait d'un lien avec l'environnement très fort dans le monde entier. Merci pour ce film. Merci beaucoup. Donc, je voudrais à nouveau que vous les félicitiez. Merci beaucoup. Félicitations et longue vie à votre collaboration. À très bientôt. Alors, nous reprenons le cours de nos exposés. Je vous demanderai, sous vos applaudissements, d'accueillir Bertrand Morandi. Je n'entends pas vos applaudissements. Alors, n'oubliez pas qu'on est toujours dans la séquence sur les sciences économiques, les sciences humaines et sociales au service de l'environnement. Donc, Bertrand Morandi, exemple d'application des fameuses sciences humaines et sociales en Martinique. Alors, Monsieur Morandi, je vais comme les autres, vous présenter rapidement. Vous êtes pratiquant en géographie sociale de l'environnement et vous vous intéressez aux relations que les sociétés entretiennent avec les environnements aquatiques. L'ensemble de vos activités de recherche sont conduites en lien étroit avec les acteurs en charge de la mise en œuvre des politiques publiques qui sont là et des actions de gestion de l'eau des milieux aquatiques. Nous vous passons la parole. Merci monsieur. Ça va être difficile de prendre la parole après le documentaire. Je vais avoir un discours qui sera beaucoup moins poétique. Je vais vous aider. Je vais revenir à un discours scientifique un petit peu plus aride, mais je vais essayer de l'illustrer au mieux. Avant de commencer, je remercie l'Office de l'eau, sa direction, sa présidence pour l'invitation. Et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui les résultats d'un travail de recherche de long terme que nous avons engagé depuis 5 ans maintenant, puisque notre équipe a commencé à travailler en Martinique en 2014 dans le cadre d'un partenariat avec l'Office de l'eau de la Martinique, le Conservatoire du littoral, l'Agence française pour la biodiversité et le CIRAD. Donc il s'agissait dès le départ d'un travail de recherche appliqué dans le sens où il y avait un besoin de connaissances exprimé par nos partenaires locaux et auquel, en tant qu'équipe de recherche, de géographes qui pratiquons une géographie sociale de l'environnement, nous avons tenté modestement de répondre. Ce besoin, il est formalisé notamment dans le cadre du SDAGE et il venait du constat partagé, on a eu l'occasion d'en parler beaucoup ce matin, que si les politiques de gestion des milieux aquatiques nécessitent évidemment des connaissances techniques et écologiques, elles peuvent également s'enrichir de travaux en sciences humaines et sociales qui permettent une compréhension des relations que les sociétés entretiennent avec les milieux. Donc c'est cette relation qui a été vraiment au cœur de notre démarche de recherche. C'est cette relation entre les Martiniquais, les résidents de l'île et les milieux aquatiques que nous nous sommes attachés à caractériser et à analyser. Nous avons fait le choix, vous le voyez, ça s'affiche à l'écran, de nous intéresser aux représentations et aux pratiques sociales. Alors il y en a eu différentes définitions données ce matin, je vais en donner une énième très simple. Les représentations, ce sont toutes les images mentales que les personnes ont de l'environnement. Les pratiques, ce sont toutes les activités, les manières dont les personnes agissent dans cet environnement. Le principe de notre travail de recherche étant que nous travaillons sur ce que les personnes font à échelle individuelle pour ensuite réfléchir aux éléments communs et à d'éventuelles tendances collectives. Concernant les types de milieux aquatiques étudiés, nous avons procédé de manière un petit peu compartimentée, en partant des eaux douces avec les rivières et en nous approchant du marin avec les mangroves. L'ambition étant, in fine, de proposer une approche intégrée à l'échelle du bassin versant maritime, mais j'aurai l'occasion d'y revenir en conclusion. Aujourd'hui, je vais essentiellement parler des rivières et des mangroves.
Donc afin de répondre à ces objectifs de recherche, nous avons avant tout écouté les Martiniquais. C'était présenté, la démarche était présentée dans le documentaire. Nous avons mis en œuvre une méthode d'enquête assez traditionnelle par entretien semi-directif. Ce sont des entretiens qui sont cadrés thématiquement, mais qui s'appuient essentiellement sur des questions ouvertes afin de laisser aux personnes la liberté d'exprimer leur point de vue. Ces entretiens sont enregistrés et ensuite retranscrits par écrit afin d'être analysés. Nous avons conduit donc 2 campagnes d'entretien à 1 an d'intervalle et nous avons au total enquêté plus de 140 personnes. À chaque fois, nous avons essayé de rencontrer des résidents entre guillemets ordinaires et des acteurs de la gestion qui sont aussi des résidents. L'objectif était de pouvoir croiser différents types de regards portés sur les milieux. Je vais y arriver. Donc pour l'enquête auprès des résidents ordinaires, nous nous sommes à chaque fois intéressés à différents secteurs géographiques. À l'échelle de l'île, vous les voyez apparaître à la droite de l'écran. L'objectif, c'était d'appréhender une pluralité de contextes environnementaux martiniquais. Les résultats que je vais présenter aujourd'hui croisent les résultats des 2 enquêtes. Ils sont plutôt centrés sur les résidents ordinaires, même si ponctuellement j'utiliserai aussi les discours des acteurs de la gestion pour apporter un éclairage spécifique sur certaines questions. Je tiens à insister, c'est pour ça que c'est en rouge, sur le fait que la population que nous avons enquêtée n'est pas statistiquement représentative de la population martiniquaise. Bien évidemment, 140 personnes, c'est assez peu. Donc il ne faut pas généraliser à outrance les résultats. C'est une image vraiment que nous proposons, nécessairement partielle. Et bien sûr, mes propos sont toujours à rapporter aux caractéristiques de la population enquêtée. Vous en avez des éléments en bas. C'est une population plutôt masculine, c'était absolument pas volontaire, et une population de personnes plutôt de plus de 40 ans. Voilà pour les éléments de cadrage problématique et méthodologique. Je vais maintenant vous présenter quelques éléments de résultats. J'aurai bien évidemment pas le temps de tout présenter, donc je vais m'arrêter sur les résultats les plus saillants. Je l'ai dit, nous nous sommes d'abord intéressés aux représentations que les personnes interrogées avaient des rivières et des mangroves de l'île. Donc vous le voyez sur le graphique en haut à droite, à gauche de l'écran, qui reprend les qualificatifs employés par les personnes interrogées et des qualificatifs pour décrire la mangrove. Les mangroves suscitent des représentations à la fois riches et contrastées. Les mangroves, ce sont des espaces décrits comme sauvages, difficilement accessibles, difficilement pénétrables, voire hostiles pour certaines personnes. Et en même temps, ce sont des milieux que les gens trouvent plutôt beaux, paisibles, voire agréables. Pour les mangroves, je pense qu'on peut parler d'un attachement, mais un attachement distancié au milieu. Les caractéristiques de bien-être, on les retrouve dans la description des cours d'eau, mais sur les cours d'eau, la naturalité est moins mise en avant. De manière générale, les personnes que nous avons rencontrées ont d'ailleurs beaucoup de mal à donner une description paysagère de la rivière. Dans leur description, ils insistent plutôt sur la fréquentation. Les rivières, ce sont des milieux familiers fréquentés. Cette fréquentation, nous avons d'ailleurs pu en proposer une géographie à l'échelle de l'île. C'est la carte qui apparaît en bas à droite. Vous le voyez sur la carte, on voit que cette fréquentation, elle se concentre sur certains sites emblématiques. Ils ont pu être cités dans le documentaire. Ce sont les sites de Grand-Rivière, de Cœur-Bouliki, de Saut-Gendarme. La fréquentation des mangroves, elle, quand on essaie de l'appréhender, elle est plus difficile à caractériser et à localiser. Elle semble en tout cas moins régulière que celle des rivières. Au-delà de la fréquentation, donc la fréquentation, c'est le fait d'aller sur tel ou tel site. Nous nous sommes intéressés aux pratiques de la rivière, c'est-à-dire à ce que les gens font lorsqu'ils fréquentent la rivière. Il est intéressant de voir que sur les 2 types de milieux, il y a une évolution des pratiques au cours du temps. On a pu insister sur ces éléments temporels dans les présentations de la matinée. Les pratiques domestiques ont largement régressé et ont laissé en partie la place aux pratiques récréatives. On le voit très clairement sur les rivières, c'est le graphique qui s'affiche à gauche, en haut à gauche, où des activités comme la lessive, la vaisselle ont pratiquement disparu, alors que la promenade, la détente sont encore très présentes et constituent aujourd'hui des pratiques dominantes. Sur les mangroves, même s'ils sont moins nets, il y a également des changements de pratiques. Si on s'intéresse par exemple au pourcentage de pratiquants par classe d'âge, on note une certaine différenciation. Les activités récréatives comme la randonnée ou le canoë par exemple sont des activités que les plus âgés ont moins pratiquées ou n'ont jamais pratiquées. Inversement, les cinquantenaires et les sexagénaires ont davantage pratiqué la pêche que les moins de 40 ans.
Au-delà des évolutions temporelles, ce qu'on peut noter, c'est également des évolutions entre guillemets qualitatives concernant certains types de pratiques. Et là, de ce point de vue-là, l'exemple de la pêche est particulièrement intéressant. Sur les mangroves, si l'on s'intéresse aux différents types de pêche, donc je suis passé trop vite. Oui, pardon. Si l'on s'intéresse aux différents types de pêche, donc la pêche au crabe, la pêche aux poissons, la pêche aux huîtres, etc., on se rend compte qu'elles sont évidemment moins pratiquées aujourd'hui, mais qu'elles ont également perdu en diversité. Certaines pêches ne sont plus pratiquées par les personnes que nous avons interrogées, comme la pêche au titiri, par exemple. La nature de la pêche également a changé. Sur les mangroves, on note la persistance d'une petite économie de la pêche, petite économie dont nous n'avons pas trouvé trace sur les rivières. Au niveau des rivières, les personnes interrogées déclarent une pêche pour leur consommation et mettent surtout en avant la dimension ludique. Enfin, les techniques de pêche qui s'affichent sur le graphique en bas de l'écran ont également perdu de leur diversité. Sur les rivières, les techniques de piégeage, par exemple, l'utilisation des nasses, des paniers, ne sont plus déclarées, pratiquées par les personnes interrogées. Dans le cadre des études que nous nous sommes également intéressés à la connaissance que les Martiniquais ont des milieux. Sur les rivières comme sur les mangroves, les personnes interrogées mettent en avant une biodiversité d'abord floristique, notamment sur les mangroves avec les différents types de palétuviers, mais ils insistent surtout sur la biodiversité faunistique. On le voit à travers le nuage de mots qui montre les espèces citées au cours des entretiens de l'enquête mangrove et le nombre de citations. Plus le mot est gros, plus il a été cité. Ces nuages de mots, on a le même sur les rivières. Il montre aussi qu'est associée à cette biodiversité, faunistique, une richesse linguistique. Les animaux sont désignés par des noms créoles, le zagaya, le grand écaille, le sémaphode sur les mangroves, le papajac, le zabitan, le jolpot sur les rivières, pour en citer quelques-uns. Il s'agit de noms dont on se rend compte au cours des entretiens qu'ils ont tendance à disparaître et qui sont surtout utilisés par les anciens. De manière générale, on note des différences au sein de la population enquêtée en termes de connaissance des milieux. On voit des différences notamment dans la connaissance de la faune des rivières. Nous avons utilisé un petit photo-questionnaire, c'est celui qui apparaît à droite de l'écran, afin de savoir si, au-delà des noms cités, les personnes interrogées étaient capables d'identifier les différentes espèces de crustacés, d'oiseaux, de poissons, etc. On se rend compte que les identifications sont plus nombreuses chez les personnes âgées interrogées que chez les personnes les plus jeunes que nous avons enquêtées. On se rend compte également, ça apparaît pas à l'écran, mais c'est un résultat important, que la connaissance de la biodiversité est plus importante chez les personnes qui pratiquent la rivière, qui ont une pratique de la rivière, et notamment chez les personnes qui ont une pratique de pêche. Nous nous sommes également intéressés aux représentations des problèmes que les personnes interrogées pouvaient avoir, les problèmes qu'ils identifiaient sur les différents milieux et à la manière dont ils évoquaient ces problèmes. Sur les mangroves comme sur les rivières, le principal problème mis en avant, c'est la pollution. C'est quelque chose qui ressort très nettement. Sur les mangroves, c'est largement la pollution par les macrodéchets. Cette forme de pollution, elle est également mentionnée par les personnes interrogées sur les rivières, à peu près dans les mêmes proportions. Mais d'autres pollutions apparaissent de manière plus prégnante sur les rivières, comme les pollutions agricoles et les pollutions par les eaux usées. Ce qu'on note toutefois, avec des exemples notamment comme sur la chlordécone, et là il y a une citation, les citations sont intéressantes, je n'ai pas le temps de les lire, mais je vous laisse en prendre connaissance. On se rend compte que les représentations que les habitants ont des problèmes peuvent être en écart avec les connaissances scientifiques. Et au niveau des rivières, il est intéressant de noter une différence de représentation assez nette entre les acteurs de la gestion et les habitants. Les premiers sont préoccupés de manière plus accentuée par les problèmes de pollution chimique ou organique, alors que les habitants sont plus préoccupés par les pollutions visibles, les macrodéchets ou le lavage de voitures. Nous avons également interrogé les habitants sur leurs attentes en matière de gestion afin de les placer dans une perspective d'ouverture vers l'avenir, dans une perspective plutôt positive. Donc,
Sur les rivières comme sur les mangroves, la demande première concerne l'information et la sensibilisation. Beaucoup reconnaissant le travail fait par les organismes publics et les associations dans le domaine, mais la plupart s'accordent pour dire qu'il faut accentuer l'effort. Ça, c'est quelque chose qui ressort des enquêtes sur les rivières comme sur les mangroves. Sur les rivières, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Il y a une demande de sanctions également qui ressort chez certaines personnes interrogées, considérant qu'il y a eu suffisamment d'éducation et que l'éducation ne résoudra pas tout et qu'il y a un moment où il faut sanctionner. La question de l'entretien et du nettoyage est également très présente dans les discours. Sur les rivières, nous pouvons agiter une demande en termes d'aménagement de sites, notamment pour faciliter les accessibilités. Enfin, on peut noter une demande importante du public, ou du moins plus importante, de participation. Lorsqu'on interroge les habitants sur les formes de cette participation, pour la gestion des rivières, beaucoup évoquent ici encore l'information, et c'est le cas notamment des acteurs de la gestion. Les habitants, eux, ils vont insister sur l'intérêt de développer des actions participatives, comme les actions collectives de nettoyage, par exemple. Voilà quelques éléments de résultats. Alors, je l'ai dit en introduction, ce travail de recherche, c'était un travail de recherche appliqué. L'objectif, c'était aussi d'apporter des éléments de connaissance dont les acteurs de la gestion puissent se saisir, des éléments de connaissance intéressants pour la gestion des milieux aquatiques. Nous avons par conséquent travaillé en comité de pilotage avec les partenaires et les acteurs de la gestion à identifier des axes d'intervention ou des axes de questionnement qu'il serait intéressant de renforcer. Donc il y en a un certain nombre qui apparaissent à l'écran, beaucoup sont engagés depuis plusieurs années. Le premier qu'on peut citer, c'est garantir peut-être davantage l'entretien et l'accès au milieu aquatique, notamment développer de nouveaux sites aménagés et favoriser ainsi les activités récréatives dont on a vu qu'elles devenaient structurantes de la relation aux rivières et aux mangroves. Je ne les ai pas évoqués, mais il y a également sur l'île des projets écotouristiques privés qui se développent et qui pourraient être accompagnés par les acteurs publics, que ce soit dans la découverte de la rivière ou dans la découverte de la mangrove. La valorisation du patrimoine culturel, mais aussi naturel, mais aussi culturel associé au milieu, est un axe d'intervention qui se développe et qu'il serait, au vu des résultats de l'étude et de la disparition de certains savoirs, je l'ai dit, intéressant de renforcer. Les campagnes de sensibilisation sont aujourd'hui nombreuses, mais certains problèmes environnementaux, je l'évoquais à propos de la chlordécone, semblent encore mal connus des habitants, ce qui laisse penser qu'il faut poursuivre les efforts. La communication sur la réglementation est également sollicitée par les habitants interrogés, notamment sur les mangroves. La question de la forme de la participation du public est également importante. On a vu que les pratiques pouvaient avoir un impact sur la connaissance des milieux. La participation aux actions de gestion, on peut supposer aussi. La question de la surveillance et de la sanction, enfin, est posée. Faut-il les renforcer ? Il semble en tout cas important de donner davantage de visibilité aux actions de gestion, et ça passe par de la présence sur le terrain. Les gens considèrent parfois qu'il n'y a pas de gestion parce qu'ils ne voient pas de gestionnaire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc donner de la visibilité aux actions de gestion et à leurs acteurs qui restent assez mal connus. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des axes opérationnels sur lesquels on a réfléchi collectivement. De manière générale, si vous souhaitez prendre connaissance plus en détail des résultats de recherche, là j'ai synthétisé beaucoup, mais vous trouverez sur la clé USB les éditions des 2 rapports d'études. Nous avons commencé également la valorisation scientifique avec une publication sur la pêche de rivière dans la revue de l'Université des Antilles, études caribéennes. Voilà, pour le passé, je dirais. Pour les perspectives, j'ai évoqué à plusieurs reprises la volonté de développer un travail scientifique de sciences humaines et sociales à l'échelle du bassin versant maritime. Anne Honegger l'a évoqué déjà ce matin. Débutera en 2020 un projet de recherche Fondation de France associant plusieurs établissements de recherche, le CNRS, l'Université des Antilles, le CIRAD notamment, et de nombreux partenaires locaux, ce qui permettra d'élargir et d'approfondir le travail engagé. Le travail en sciences sociales, donc en Martinique, continue et je pense que c'est une bonne nouvelle.
Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je saisis également l'occasion de cette intervention pour adresser quelques remerciements. Tout d'abord aux collègues scientifiques du CAEC, de l'Université des Antilles, avec qui il y a une vraie dynamique qui s'est créée sur le territoire. Et je pense que ça sera bénéfique à la fois pour la connaissance et pour la gestion. Je remercie Anne Honegger qui a apporté ses études scientifiques et qui continue à les porter à travers le projet Fondation de France. Bien évidemment, je remercie toutes les personnes qu'on a rencontrées dans le cadre des enquêtes. Il n'y aurait pas eu d'études sans elles, et je pense que c'est elles qui ont fait la richesse humaine de l'étude, je dirais. Je remercie enfin nos partenaires locaux, enfin l'ensemble de nos partenaires, et notamment nos partenaires locaux, l'Office de l'eau et le Conservatoire du Littoral. Et je remercie tout particulièrement Gaëlle Liéla, je ne sais pas où elle est partie, mais pour la confiance qu'elle a toujours fait aux sciences sociales et pour la dynamique collective qu'elle a su créer autour de ce projet. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour les commentaires ou pour les questions. Merci, Monsieur Morandi. De toute façon, on fera appel à vous pour la table ronde dans quelques minutes. On continue notre tour de table sur cette partie liée aux sciences humaines. Je vous demanderai d'accueillir Justin Daniel, Monsieur Justin Daniel. Alors, il semblerait que on ait des instructions venues de je ne sais pas où, disant qu'il faut absolument ne pas le présenter. Je plaisante. Justin, je plaisante. Je savais que tu allais me répondre sur ce champ-là. Justin Daniel est professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles. Il y a quelques années, il était à l'Université des Antilles-Guyane. Dans quelques années, tu seras à l'université, tout simplement. Faculté de droit et d'économie de Martinique et directeur du laboratoire caribéen des sciences sociales. C'est notamment à ce titre qu'il est ici. Il s'intéresse aux problèmes de gouvernance et aux politiques publiques. Claude Lise, je pense que votre voiture est mal garée, vous devriez la déplacer. En matière de développement durable et de biodiversité, en particulier dans les territoires de la Caraïbe. Sous vos applaudissements. Comme M. Morandi, M. Daniel, vous avez 20 minutes. Bien. Je préfère le préciser. Ben, merci de le préciser. Je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti. Je vais vous aider. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Alors, sur un séminaire qui porte sur les SHS et le rapport à la compréhension d'un certain nombre d'objets de recherche relatifs au milieu aquatique, je crois qu'il est nécessaire d'abord que j'explique d'où je m'exprime et que je présente aussi très rapidement ma démarche. Alors, d'où je m'exprime. Donc, si l'on accepte la définition générique des sciences sociales comme des sciences qui se donnent pour objet l'étude de l'activité multiforme de l'homme, moi, ici, je représente l'une des branches des sciences sociales, la science politique, dont l'objet insaisissable, le politique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous donner les multiples définitions possibles et imaginables du politique cet après-midi. Je vais simplement vous dire que j'aborde la question du politique sous deux angles, à travers l'étude du jeu des acteurs, de côté, et puis de l'autre, à travers l'étude de l'action publique, qui rappelle un petit peu les politiques publiques dont on a parlé ce matin. Ma démarche s'inscrit dans celle de recherche de type collaboratif. Alors, je n'entre pas dans les détails. Très rapidement, me revient en mémoire un échange entre le général de Gaulle et les chercheurs. De Gaulle disant aux chercheurs, je ne comprends pas, vous passez votre temps à chercher et vous ne trouvez pas. Et les chercheurs ont répondu, vous n'avez rien compris, Monsieur le Président, nous ne sommes pas payés pour trouver, nous sommes payés pour chercher. Et donc, une démarche, une recherche collaborative, c'est par définition une recherche qui repose sur une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats, contrairement à une prestation de service qui repose à la fois sur une obligation de résultats et de moyens. Donc, je vais vous présenter une recherche de type collaboratif réalisée avec plusieurs collègues et organismes. Et je reprends les principales conclusions d'un article qui va paraître
dans les prochains jours. Hein, je pense à la revue Nature, Sciences, Société. Et on a pris comme terrain d'observation la création du parc naturel marin de la Martinique. Pourquoi on a choisi cet objet de recherche? Parce qu'il était très intéressant d'examiner et d'analyser tout le processus de concertation qui a présidé à la création de ce parc, pour finalement se rendre compte que ce processus avait réalisé une extraordinaire fragmentation des acteurs et une incompréhension réciproque, même si cela ne semble pas trop peser sur le fonctionnement actuel du parc. Alors, très rapidement, pourquoi on a constaté ce divorce? Quelles sont les raisons de ce divorce? Et en cela, on peut voir l'intérêt de mobiliser les sciences sociales pour la connaissance qu'elles peuvent produire du contexte local. Et le premier constat qui s'est imposé à nos yeux, c'est que ce parc a quelque part, enfin pas le parc lui-même, mais le processus s'est traduit par une sorte de rapport d'extériorité avec les principaux concernés, donc les mouvements associatifs et les pêcheurs, parce que le contexte socio-culturel, semble-t-il, était insuffisamment pris en compte. Alors, les porteurs du projet de création du parc ont souvent mis l'accent sur la nécessité de la démocratie participative. Et on en a déjà parlé ce matin, et le constat que nous faisons, c'est qu'on en parle beaucoup, mais mettre en œuvre la démocratie participative, c'est un vrai défi. Et si vous me posez la question, aujourd'hui, je vous répondrai qu'on n'a pas nécessairement la réponse adaptée à ce problème. Un autre facteur explicatif, c'est bien évidemment la complexité des relations entre des acteurs qui avaient des finalités diverses, à commencer par le mouvement, les différentes associations. Et puis, il y avait à l'œuvre plusieurs logiques qui s'opposaient. Une logique décisionnelle qui était perçue, et là les représentations sont extrêmement importantes, comme venant d'en haut, et au niveau local, une logique gestionnaire et qui plaçait les cellules périphériques de l'État parfois dans une situation un peu délicate. Et surtout, quand on interrogeait les différents acteurs concernés, donc mouvements associatifs en particulier, et les pêcheurs, ils avaient le sentiment qu'en dépit de ce discours incantatoire sur la démocratie participative, que les jeux étaient joués d'avance. Et ce divorce a généré tout au long du processus des frustrations qui auraient pu peser, encore une fois, sur la mise en œuvre la mise en place du parc. Donc ici, on se rend compte que le processus de concertation se heurte inévitablement à un certain nombre de limites et avec pour conséquence une triple fragmentation. D'abord, très rapidement, on s'est rendu compte que les réunions s'étaient progressivement limitées aux seules institutions. Il y a une sorte d'auto-exclusion de la part de cet nombre d'acteurs qui étaient directement concernés. Et puis, comme c'est classiquement le cas dans ce genre de situation, les détenteurs de la parole, eh bien, ont capté cette parole pour la garder. Des pêcheurs, du coup, se sont trouvés peu informés, peu organisés, et ils ont nourri le sentiment d'être totalement dépossédés de leurs connaissances, voire de leurs traditions. Or, nous sommes en train de dire depuis ce matin, précisément, je reprends un petit peu les propos d'Anne et de Marie-Lise, qu'il faut organiser le dialogue entre savoirs de façon que la science cesse avec cette attitude surplombante qui tend à exclure les autres. Alors, très rapidement,
je vais essayer de procéder à une montée en généralité. Une fois qu'on a établi ce constat, quelles leçons peut-on en tirer pour l'avenir, même si ici je ne saurais avoir la prétention de passer de l'analyse positive au prescriptif. On sait que ça n'est pas toujours facile. Les sciences sociales, depuis leur origine, balancent entre ces deux pôles. Une analyse purement positive qui consiste à décrire la réalité telle qu'elle est, et une analyse un peu plus normative qui a la prétention de dire ce que devrait être la réalité. Alors, quelles leçons peut-on tirer pour l'avenir? D'abord, cette expérience révèle, une fois de plus, toutes les difficultés que l'on éprouve à la Martinique à construire un projet territorial. Ensuite, comment peut-on expliquer ces résultats contrastés de ce processus de concertation? Et ce qu'on pouvait craindre, et fort heureusement, ce n'est pas le chemin qu'on a pris par la suite, c'était le retrait de différents acteurs, notamment donc, avec le conseil de gestion qui était en cours d'installation à l'époque, au moment où nous avons mené ce travail. D'abord, et ça, je n'invente rien, je professe une grande banalité. En France, les modèles actuels de concertation rencontrent très rapidement leurs limites. On a à la Martinique une société civile qui est foisonnante, mais qui est horriblement fragmentée, qui est faiblement structurée, ce qui du coup renforce le poids des acteurs institutionnels, qu'il s'agisse des acteurs étatiques ou des acteurs municipaux. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, dans ce contexte-là, la parole a été très rapidement captée par les représentants des institutions qui se sont érigés en véritables professionnels de la concertation. Professionnels de la concertation qui étaient davantage dans une posture surplombante, apportant des explications, que dans une démarche de co-construction que tout le monde semblait appeler de ses voeux. Du coup, la traduction concrète, c'est une participation intermittente de certaines associations, et puis d'autres qui se sont cantonnés, là aussi c'est un grand classique, hein, dans une stratégie défensive qui aurait pu préluder à des mobilisations a posteriori contre la mise en place du parc. Autre limite inhérente à ce processus de concertation, c'est ce que j'ai appelé une sorte de dissonance liée cette fois-ci au contexte socio-historique. Il y avait d'un côté un intérêt local qui était fortement valorisé à partir de savoirs et de pratiques traditionnelles, profanes, voire d'affirmation identitaire, et puis de l'autre, des savoirs ou expertises considérées comme scientifiques ou perçues comme telles, mais qui étaient réputées comme étant imperméables à la culture locale et du même coup étaient frappées d'altérité. Et puis, on a pu observer des interférences de jeux de posture et de pouvoir dans le processus de concertation lui-même. Et là, le président Lise ne pourra pas me contredire. Ces postures sont souvent, et ces jeux de pouvoir sont souvent nourris par des revendications confuses mais réelles en faveur d'une plus grande autonomie décisionnelle et de gestion à l'échelle du pays. Et cela, du même coup, a justifié le retrait de certains acteurs sur la scène, notamment autour de la question éternellement débattue, mais qui aujourd'hui, à mon sens, n'est pas réglée, de la légitimité des échelons de décision. Alors, au-delà de ce constat, ne t'inquiète pas, je vais terminer avant de façon à laisser la possibilité d'échanger avec la salle. Au-delà de ce constat quelque peu paradoxal, enfin, constat plutôt désabusé, est-ce qu'il y a de quoi nourrir quelques lueurs d'espoir? Moi, je crois qu'il faut que dans ce pays, et au-delà même de ce pays en France, qu'on arrive à dépasser le paradoxe si souvent évoqué de la participation, qui est appréhendé comme une sorte d'horizon indépassable de la décision, mais qui est en même temps alimenté par
des injonctions juridiques peu contraignantes. Ça, c'est un paradoxe typiquement français. On parle beaucoup de concertation, mais on met en place des procédures, des dispositifs, mais il n'y a aucun moyen pour faire en sorte que la concertation soit efficace. Et puis, je crois qu'il faut veiller à mettre en place, à mettre l'accent sur des mécanismes concrets d'apprentissage. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la mise en place du parc, des mécanismes d'apprentissage qui, au final, permettent de donner sens à la participation, mais une participation de manière incrémentale, une participation qui ne serait pas imposée d'en haut. Donc la participation, à mon sens, passe par cet apprentissage, par ces mécanismes d'apprentissage. Et puis, si nous pouvions faire une préconisation, ce serait de faire véritablement du parc naturel marin de la Martinique un espace de dialogue permettant de désamorcer et de réguler les conflits potentiels. Et là, je vais procéder très rapidement, si tu le permets, à une montée en généralité, puisque l'objet même de cet échange, c'est quel rôle peut-on attendre des SHS. Les SHS ont d'abord, enfin les SHS, les sciences humaines et sociales, et en particulier les sciences sociales que je représente ici, ont d'abord, bien évidemment, une utilité scientifique. C'est la production de connaissances au service d'une meilleure compréhension des sociétés qui, s'agissant des nôtres, des sociétés antillaises, sont réputées particulièrement complexes. Et les sciences humaines ici, à mon avis, doivent nous aider à inscrire ces sociétés dans leur histoire particulière. On ne peut pas mener de recherche aux Antilles sans procéder à cette contextualisation. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui autour de la question de la chlordécone. Mais les sciences sociales ont également une autre vocation à laquelle nous sommes de plus en plus attentifs et nous sommes très sollicités de ce point de vue-là. Elles entendent répondre à ce qu'il est convenu d'appeler la demande sociale. Et c'est en cela qu'elles ont une utilité sociale. Notamment, elles doivent favoriser le dialogue entre sciences et société. La recherche, l'expertise, le dialogue avec les acteurs institutionnels et les acteurs de la société civile, ça, ce sont des choses qu'il convient de plus en plus de mettre en œuvre. Les sciences humaines et sociales peuvent contribuer aux transformations économiques, ça on en a beaucoup parlé depuis ce matin, je ne vais pas insister là-dessus, aux transformations économiques et sociales par l'analyse des processus, la mise au jour de toute une série de mécanismes de fonctionnement au sein de la société. Mais pour le faire, il faut prendre en compte les savoirs locaux. Alors, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand M. Marajo m'a interrogé. Foin désormais de cette attitude surplombante des sciences. On est aujourd'hui dans le cadre d'un croisement entre différents types de connaissances, différents types de savoirs. Les élus le savent bien. Aujourd'hui, ils sont presque condamnés à faire appel à ce qu'on a appelé d'ailleurs, dans le cadre des études sur la démocratie participative, à l'expertise citoyenne. D'où cet usage inflationniste de la notion de gouvernance. On parlait jusqu'à il y a peut-être une trentaine d'années, on parlait de gouvernement. Aujourd'hui, on parle de gouvernance. C'est une façon de dire que dans un processus décisionnel interviennent de nombreux acteurs, et pas uniquement les acteurs ayant une légitimité politique, une légitimité élective. Il y a des acteurs qui viennent d'horizons très divers, et on fait de plus en plus appel aux citoyens eux-mêmes de façon à les impliquer dans le processus décisionnel et dans le processus de mise en œuvre des politiques publiques. Bon, il y a beaucoup à dire sur ce point-là. Je n'ai pas le temps de
de développer. Et je crois aussi, ça a été très bien dit tout à l'heure par Bertrand et par tous ceux qui nous ont précédés ici, il y a tout un travail à mener du point de vue des sciences humaines et sociales sur les perceptions, les représentations, les attentes des populations cibles de l'action publique. Alors, je terminerai par quelques suggestions. Donc, il faut mieux penser aujourd'hui, au nom des SHS, l'articulation et le croisement entre différents types de savoirs, de connaissances et d'expertise. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il faut, me semble-t-il, prendre en compte tous ces éléments dans les dispositifs d'action publique. Puis, de l'autre côté, il faut impliquer la société martiniquaise, je dis la société martiniquaise, dans la production de connaissances adaptées à l'intervention publique, avec pour objectif de donner du sens à l'action publique et de favoriser l'appropriation. Ah, le terme a été utilisé ce matin aussi, c'était par Maurice Veilleur en plus, avec pour objectif de favoriser l'appropriation des dispositifs par les acteurs, mais aussi par les populations, sous peine d'inefficacité de l'action publique. Et puis, nous travaillons également à mieux mobiliser les sciences participatives, même si, encore une fois, de ce point de vue-là, je n'ai pas encore trouvé tout à fait la solution. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Daniel. Félicitations. Vous avez à la fois intéressé la salle et tenu les délais. Excellent. Ce qui est... Je l'avoue. Très bien. Comme vous le savez, nous avons la possibilité, vous aurez la possibilité dans quelques minutes d'échanger avec nos deux intervenants, mais dans le cadre d'une table ronde. C'est la deuxième, sur les perspectives d'application des outils SHS en Martinique. Donc, j'appelle sous vos applaudissements Monsieur Gilbert Couturier, qui est le maire de la ville du Gros-Morne, Madame Arlette Pujard, qui est écrivaine, sous vos applaudissements. Vous inquiétez pas, elle a d'autres casquettes. Je vais les décliner dans quelques minutes. Et Fernand Sainte-Rose, sous vos applaudissements également, que vous avez pu voir dans le documentaire que nous avons visionné, qui est Ingénieur études et recherches sociologiques de l'Université des Antilles. Alors, prenez place, installez-vous. Alors, je vais commencer par Madame Pujard. Alors, elle est administratrice territoriale et dirige la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale depuis le 1er septembre 2010. Elle est docteur en droit public. Elle est également chargée d'enseignement à l'Université des Antilles. Elle est également, donc ça touche aux carrières publiques et géographie, à l'aménagement, à l'environnement et au développement. Et enfin, elle est coach professionnelle et écrivaine et s'intéresse à la transmission. Alors vous allez découvrir, elle nous a réservé une petite surprise. Gilbert Couturier n'est évidemment pas en campagne. Il est le maire du Gros-Morne depuis avril 2014. Il est conseiller communautaire et 3e vice-président de la communauté d'agglomération de Cap-Nord, Pays Nord Martinique. Il est conseiller territorial de la Martinique depuis janvier 2016. Et enfin, Fernand Sainte-Rose est ingénieur études et recherches, comme je le disais. Il est directeur du service universitaire de formation continue de la Martinique à l'Université des Antilles et enseignant en sciences de l'éducation. Il est aussi sociologue, consultant et on a beaucoup apprécié votre intervention dans le documentaire. Voilà, alors je demanderai donc à nos deux intervenants précédents, Bertrand Morandi et Justin Daniel, de nous rejoindre à nouveau. On va vous faire une petite place, ne vous inquiétez pas. Soyez patients, mettez-vous juste derrière ces deux dames et dès qu'elles auront libéré les sièges, vous allez pouvoir les occuper. Merci beaucoup. Alors, le temps qu'Arlette Pujard puisse retrouver ses petits. Gilbert Couturier, Monsieur Couturier,
Qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère-là des sciences sociales, etc. Moi, je me suis laissé dire, bon, je vous taquine, mais je me suis laissé dire que vous êtes à la fois le maire d'une commune où il y a beaucoup de rivières, ça doit être pour ça, à mon avis, mais surtout que vous avez un passé de militant social, d'acteur de l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est ça, et que c'est probablement pour ça que nous vous avons invité. Alors, est-ce que vous pourriez déjà, puisque vous avez assisté quand même à une partie de nos travaux, est-ce que vous pourriez d'ores et déjà nous dire ce que vous pensez de tout ça? Non, Justin, tu plaisantes. Mets-toi ici. Non, voilà, Monsieur Gilbert Couture, voilà. Enfin, ça fait référence à ton passé scolaire, c'est ça? Tu te mettais toujours au fond de la classe. Monsieur Couturier, allez-y. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. En tout cas, pour tous les intervenants qui sont là pour animer ce séminaire sur les CHS. SHS, c'est pour moi. Gilbert, je veux dire, président. Je te donne un conseil, Gilbert. Oublie SHS parce que moi, je refuse de prononcer, c'est trop compliqué. Oublie ça. On y va. Merci à président au fait d'être là depuis ce matin, tu as tenu à revenir et dire que au fait, à répondre à ta question, Idi Marajo, que en tout cas, le peu de temps où je suis là, donc j'ai entendu des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires et qui se dit, enfin, on a pris conscience que la Martinique est une île entourée d'eau. Et que île entourée d'eau, ce n'est pas normal qu'on puisse entendre à des moments qu'on est en restriction. Ce n'est pas pensable. Et que nous avons un regard particulier, un travail à faire pour utiliser les ressources que nous avons. Et pourquoi je suis là aussi? Parce que la plus grande rivière de la Martinique sort du Gomorrhe. Elle s'appelle la Lézarde, Idi Marajo. Je pense qu'aujourd'hui, tu as retenu ça. Ouais. Ça, je risque pas de l'oublier. C'est clair. Merci, Gilbert. Arlette Pujard, même question, à la fois une réaction, parce que vous avez participé ce matin à une partie des ateliers, à la totalité des ateliers, et cet après-midi, vous avez pu découvrir les interventions, le film documentaire. Une première réaction? Première réaction, déjà, c'est de féliciter toute l'équipe de l'ODE pour l'excellence de ce travail. Mais j'ai envie de dire simplement que j'ai retenu une chose, c'est l'économie du bonheur. Ça m'a beaucoup plu. Et versus l'économie du bien-être. Voilà. Et ça fait écho à moi. Donc, moi, je vais vous parler simplement, vous voyez à l'écran, de la yole. Alors, pour ceux qui sont venus d'ailleurs, vous allez découvrir, c'est une embarcation simplement, une embarcation utilisée par les pêcheurs, pêche traditionnelle, mais c'est également une course de yole qui se fait chaque année au mois d'août et qui remporte un vif succès. Et cette course de yole, c'est notre patrimoine, en quelque sorte, très prisé. Mais j'ai envie de vous dire aussi que derrière la course de yole, il y a toute une histoire. Les Martiniquais ont, la plupart, la phobie de la mer. Même si nous avons des champions de natation. Et certains marins pêcheurs, par exemple, ne savent pas nager. Et j'ai eu l'idée de mettre en place une formation pour des managers territoriaux autour de la yole. Alors pourquoi? Simplement parce que la yole, pour naviguer, il faut qu'elle soit en équilibre. Et l'équilibre est réalisé à partir des bois dressés. Ce sont les morceaux de bois, vous voyez, de part et d'autre de la yole. Et il faut une cohésion d'équipe extraordinaire pour que la navigation se fasse correctement et que la yole ne coule pas. Alors nous avons mis autour de cette yole une formation un peu atypique qui a réuni à la fois des yoleuses, des femmes, et des femmes ingénieurs de la fonction publique. Et nous avons travaillé autour du management. Management dans la yole et management dans les équipes de la fonction publique, dans les collectivités. Et nous sommes aperçus que dans une yole, si tout le monde ne travaille pas ensemble, s'il n'y a pas une cohésion d'équipe, eh bien la yole coule. On appelle ça dessale. Voilà.
Et dans les collectivités, lorsqu'il n'y a pas de travail d'équipe, c'est pareil, les projets n'aboutissent pas. Donc ce travail a été fait à la fois avec des femmes yoleuses, filles de marins-pêcheurs, et des ingénieurs territoriales, Bac+. Et on a pu remarquer que ces femmes yoleuses ont expliqué comment il faut savoir écouter quand on est à bord d'une yole. Et on écoute qui? Le patron. Il n'y a qu'une seule voix à bord de la yole. Et si on n'écoute pas le patron, eh bien on coule. Il faut également observer la mer. Et c'est là que je fais le lien avec ce que nous avons vu ce matin. Lorsqu'on observe la mer, que voit-on? Une étendue d'eau, bien évidemment. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi la venue du vent. Et il faut apprendre à regarder, à observer, pour voir le frétillement sur la mer qui annonce la venue du vent. Et les patrons de yole sont experts dans ce domaine. Et ils nous ont montré comment on peut à l'avance se préparer lorsque l'on voit au loin la mer frétiller. Et ça a permis aux managers de constater que dans leurs équipes aussi, il faut savoir avoir une vision et donner du sens à l'action que l'on mène. Donc cette formation a été vraiment très riche et a permis de voir aussi que certains pensaient qu'on pouvait monter sur une yole sans aucun problème. C'est très facile. Ils se sont aperçus qu'il fallait vraiment non seulement avoir un esprit sportif, mais également avoir cette écoute-là, cette vision, cette observation-là du milieu. Et nous avons décidé donc de continuer encore à former. Et nous sommes aperçus que quand on forme une équipe de direction, par exemple, à bord de la yole, il y a des révélations qui sont extraordinaires quand on arrive après sur Terre. Et nous continuons encore à faire ce travail-là parce que cela permet également de connaître notre patrimoine, parce que la plupart des Martiniquais ne montent jamais à bord d'une yole. Il n'y a que les yoleurs qui participent aux compétitions qui montent à bord des yoles. Et si je fais un sondage dans la salle, qui est monté sur un bois dressé? Ah, quand même. Bien. Il y en a quand même pas mal, oui. C'est pour ça que j'ai renoncé au sondage. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait que tous les doigts se lèvent dans la salle. Tout simplement parce que c'est à nous, c'est notre patrimoine, et il faut pouvoir le partager, le transmettre. Quand on est sur l'eau, sur la mer, on comprend ce que veut dire que la mer n'a pas de branche. Je veux dire en français volontairement. Voilà. Et c'est très particulier parce que quand on est en pleine mer, sur un bois dressé, et que l'embarcation est comme ça, je peux vous dire qu'il faut mettre tout son poids sur le bois dressé pour la redresser. Voilà. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'on s'aperçoit qu'on est aussi important que celui qui tient la pagaie. On est aussi important que celui qui tient l'écoute. Tout le monde est important à bord de la yole. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est un bonheur, simplement, quand on arrive à naviguer et arriver à bon port avec une belle voile. Et vous avez vu les couleurs qu'il y a sur la mer. C'est tout simplement, c'est ça le bonheur. À mon avis, les Québécois vont revenir. Hein. Je crois même qu'ils vont s'installer ici. Vous savez que vous avez des ancêtres qui ont failli s'installer ici, les Acadiens. Bon, on continue notre tour de table. Monsieur le professeur. Fernand Sainte-Rose. Ah bon? Non, il a cru que c'était son voisin. Oui, il est professeur. Mais je l'embête à travers vous. Alors, monsieur Sainte-Rose, vous avez participé à l'ensemble des travaux. Vous avez même participé à ce documentaire. Ce caractère un petit peu incongru de croisement ou de contamination des sciences dures par les sciences molles, vous en pensez quoi? Madame Pujard vient de parler de bonheur. Parlons de bonheur. Les sciences, monsieur professeur Justin Daniel l'a rappelé, il a parlé de sciences qui surplombent. Donc cela crée, quand on parle de sciences qui surplombent, on parle peut-être de catégorisation et de sciences inférieures. Il n'y a pas de sciences inférieures. Moi, je crois que quand on regarde le film déjà, autour d'un objet qui est l'eau, qui est la rivière,
j'ai beaucoup pensé à Glissant, à Édouard Glissant, qui ne pratiquait pas, me semble-t-il, de sciences dures. Et donc, nous sommes à, j'ai envie de dire, à un carrefour, à un niveau où chaque science doit contribuer à se mettre ensemble, à faire un bout de chemin les unes avec les autres pour pouvoir construire. Et particulièrement dans un contexte écologique où bon, on a parlé beaucoup de désastres, de réchauffement climatique, etc. Il est important, et je crois que cela se fait, que les sciences se rencontrent. On a parlé d'interdisciplinarité, on a parlé de conjugaison de savoir. Moi, je crois qu'il est possible, cela se fait. Et d'ailleurs, le film le montre bien. Les intervenants, les contributions qui ont été données, qui ont été apportées, montrent bien qu'il y a cette possibilité, qu'il n'y ait pas de science qui surplombe ou de personnalité qui surplombe quoi que ce soit, mais nous sommes tous sur une planète qu'il faut protéger. Nous sommes face à un enjeu, et l'eau, c'est la vie, on l'a beaucoup répété, et c'est pourquoi les sciences économiques, le droit, la sociologie, en fait, toutes les sciences sont là aujourd'hui pour se donner la main, pour pouvoir avancer et puis construire ce qui nous reste à construire. Et donc, je suis heureux. Nous sommes dans le bonheur. Et c'est ce bonheur-là que nous avons à construire ensemble. Alors, vous avez cité Glissant, donc ça va faire plaisir à M. Couturier, parce que c'est quand même le prix, si je ne me trompe pas, le prix Renaudot, c'est bien ça, pour la Lézarde. Monsieur Couturier, vous, de manière très concrète, avant d'être maire, vous avez un micro, avant d'être maire, il semble que vous ayez pratiqué les sciences sociales, entre guillemets évidemment, dans cette forme de dialogue, de volonté de réinsertion, d'aide. Parce que si j'ai bien compris, hein, corrigez-moi, mais l'idée, c'est qu'il y a des publics cibles, et pour que ces publics cibles participent, je vais très vite, je caricature, à la sauvegarde de la nature, les sciences molles peuvent aider les acteurs politiques à mieux communiquer, à mieux faire prendre conscience de la nécessité. Vous étiez sur le terrain. Est-ce que dans vos actions, il y avait une part liée à ce dialogue, à cette communication en lien avec l'environnement? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une Martinique où il faut mettre en valeur tout ce que nous avons, et notamment la nature. Et l'implication que j'ai eu à faire depuis des lustres avec beaucoup d'autres Martiniquais, mais singulièrement ceux qui plongeaient dans le social, et du côté aussi du président Lise, on a eu à travailler en ce sens. Je crois que pour nous, la rivière, l'eau en fait partie. Et ce que nous avions commencé antérieurement est en train de nous rattraper. Et à Cap-Nord, c'est aussi ce que nous avons, le Gaumont a ramené pour le président Montieu, et que nous avons aussi ramené pour le service de l'État, et l'ODE participe. C'est pour cela que le 10 de ce mois, il y a une grande réunion, pour une énième réunion, autant pour moi, concernant un ACI autour des rivières. Et on en a longtemps parlé ce matin, les rivières, parce que nous avons des gens qui sont éloignés de l'emploi, éloignés de l'insertion, éloignés de la formation professionnelle. Et il n'y a pas que dans le BTP, dans l'espace vert qu'on peut, il y en a qui aiment la nature. Et à ces personnes qui sont éloignées, donc une continuité dans ce que j'ai eu à faire avant d'être au poste de maire, eh bien, ces personnes qui aiment la nature, donc les faire revenir à cette nature, les faire plonger. C'est pour cela qu'il y a environ 2-3 mois, nous avons eu à rencontrer, pendant qu'on disait la sargasse polluait la Martinique, des jeunes d'âge de 17, 18, 19 ans, les avons retrouvés au niveau de la rivière Les Arbres, et plus exactement au bassin Félix. Et tous ces jeunes vont profiter,
vont travailler. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont capter les véhicules, les voitures qui permettent de faire, aux touristes de faire des escapades dans la nature. Eh bien, ils vont les faire venir et ils cueillent des gobes de coco et ils font venir consommer ces touristes. C'est pas organisé. Et aller dans les berges de rivière, aller dans l'eau, travailler, s'il y a noyade, s'il y a une difficulté, je porte la responsabilité. Ceux qui gèrent l'eau aussi portent la responsabilité. Donc nous sommes en train de travailler sur un ACI avec le pli de Cap-Nord, et c'est plus de 120 personnes éloignées de l'emploi et de la formation qui seront impliquées. Je le dis cela parce qu'au fait, nous constatons qu'il y a de nouveaux métiers à créer. Et oui, c'est dans la concertation. Sauf, je crois qu'il y a une réalité aussi qui s'impose. C'est l'heure qui est arrivée, c'est pas ça? Non, vous inquiétez pas. C'est un message subliminal. Dans le travail ensemble, nous rencontrons un certain nombre de difficultés. Et quand le travail, malgré la volonté de pouvoir impliquer les personnes ressources, eh bien, nous constatons que là où on pouvait aller vite, eh bien, ça prend du temps. Donc, sur ce point, mon implication et mon intérêt d'être ici aujourd'hui, et de voir le film qui a été présenté sur l'eau, sur la rivière, sur les différentes rivières. Je ne sais pas en fait pourquoi la rivière La Lézarde n'a pas été présentée dans le film. Est-ce qu'un choix, Président Lise, tu vas me dire avec la directrice, bien. Non, mais elle était fermée. La rivière était fermée, donc. C'est une rivière qui est vécue, qui est ouverte à toute la Martinique, et c'est pour ça que vous avez bien parlé du pont de la Lézarde. Et quand on parle du pont de la Lézarde, on parle de la rivière Lézarde qui prend sa source dans les hauteurs de la forêt de Duchéneto. Et tout à l'heure, on se disait, au fait, connaissons-nous notre environnement? Et je crois que c'est qui est intervenu qui disait qu'au fait, en amont, les rivières ne sont pas polluées. Il y a des endroits où l'eau n'est pas polluée. Et ce travail, on ne le fait pas assez pour pouvoir en prendre conscience et vraiment même revoir des dispositions d'hier. Au fait, les captages qu'on a mis qui se trouvent là où c'est pollué, pourquoi au fait est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on ne peut pas remonter, faire monter ces captages pour éviter? En tous les cas, ce qui est important, c'est de dire que je continue à être investi dans les affaires de mon pays, dans cet environnement, dans l'implication, d'être une personne ressource, apporter le savoir, parce qu'au fait, c'est pas l'autre qui fait, nous, c'est nous qui faillit. Il fait plus que nous. Et puis, je voulais aussi poser une réflexion. On montrait tout à l'heure les différentes espèces qu'il y a dans la flore et dans la faune, et qu'on constatait dans nos rivières, il y a des espèces qui disparaissent. Mais aussi, il y en a un problème à Martinique. Et je pense qu'il y a un monsieur qui défendait bien les rivières, là, qui était là tout à l'heure. Eh bien, ce n'est pas normal qu'on soit tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24 à pêcher dans les rivières. Ça, c'est un problème qui existe. Et qu'on aurait dû faire un travail de sensibilisation, de formation pour les personnes, parce que nos rivières, hier, a servi pour les grandes personnes, eh bien, les femmes qui allaient laver pour des personnes ayant les moyens, donc les lavandières, on appelait ces personnes. Eh bien, on a aussi des pêcheurs de rivières qui viennent avec leurs nasses, leurs câlins, pour pouvoir piéger et aller vendre pour se sauver, aller vendre des écrevisses qu'on pouvait pêcher à la rivière. Et aujourd'hui, on observe, ce n'est pas seulement les produits fongicides ou pesticides qui détruisent, il y a la pêche intempestive dans les rivières, et quelle que soit la dimension, la dimension des espèces qui sont pêchées, parce qu'au fait on a besoin d'argent pour se sortir, ça aussi, la Martinique c'est à nous, les rivières nous appartiennent et que nous devrions prendre ça en considération, et c'est quelque chose qu'on a observé qui se passe sur les rivières. Donc sur ce point, c'est un travail de sensibilisation, d'implication, mais aussi de redonner autour de ces rivières qui avaient hier une attractivité extraordinaire. Eh bien, on n'y a pas lavé parce qu'au fait, l'eau arrive dans nos robinets, nous avons la machine à laver, mais il y a d'autres espèces qu'on peut mettre, avoir des gardiens de l'environnement, avoir des guides de rivière, donc c'est sur ces éléments-là que nous sommes en train de travailler et que je crois que tout un chacun nous devrions nous investir. D'abord pour le Nord, parce que le Nord, c'est là où c'est plus riche. Puis ensuite pour la Martinique, parce que le Sud en fait partie. Bien rattrapé. Je vous avais promis d'échanger, donc on a des hôtesses qui peuvent vous
présenter des micros. Je crois qu'on en a... Il y en a un là, il y en a deux. Donc vous allez pouvoir les partager. Des questions. Alors, déjà au premier rang, ensuite... Alors on y va, on commence par monsieur. On fait cette première rangée et après on va là-haut. Julien Gauthier. Je vais essayer de rebondir en 3 points. Je vais faire court. Je voulais rebondir sur la question de ce que vous avez dit sur les embarcations et pour faire le lien aussi un peu avec les travaux qu'il peut y avoir sur la biodiversité. Et on redécouvre un peu le rôle de la coopération. On a beaucoup mis l'accent longtemps sur le darwinisme et la sélection et la concurrence entre les espèces. Et en fait, on s'aperçoit que quand même la coopération est très présente et qu'une grosse partie des espèces ont subsisté parce qu'elles ont coopéré. Et ça fait aussi souvent le lien avec l'économie où on insiste beaucoup sur le marché, la concurrence, mais la valeur, elle se crée dans l'entreprise, dans les organisations, les administrations et au fond où il y a de la coopération. Et on s'aperçoit que quand on met un peu trop de concurrence dans ces endroits où il y avait de la coopération, parce qu'en fait on donne des mauvaises incitations, on aboutit à des résultats qui sont assez médiocres. Donc ça renvoie quand même aussi toujours à cette idée de peut-être s'organiser et de favoriser la coopération qui s'apprend dès le plus jeune âge grâce à l'hétérogénéité des classes, la mixité. Le deuxième point quand même, c'est sur sciences molles et sciences dures. Je pense que c'est vrai que c'est une représentation qu'on a, mais à mon avis, elle est vraiment, vraiment tronquée. Quand vous étudiez un petit peu les sciences, l'écologie par exemple, vous allez étudier vos collègues qui vont faire parler les écrevisses ou les crevettes. Au fond, ils font à peu près le même travail que vous quand vous allez faire parler les humains. Ils déploient des méthodes, ils ont des instruments, ils ont des protocoles d'enquête et grosso modo, ils aboutissent quelquefois à des résultats qui ne sont pas forcément plus solides que ce que vous avez en sciences sociales. On a tendance peut-être à confondre précision, peut-être, et c'est vrai peut-être qu'en sciences sociales, des fois, on peut être moins précis, on peut dire des choses très très justes en tendanciel. Parfois, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'individualisme. C'est très dur quand même à contester qu'il n'y a pas cette montée de l'individualisme ou les analyses. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors après, peut-être que la différence, c'est que la crevette et l'écrevisse, elle ne va pas intérioriser ce qu'on lui a dit et la théorie qu'on a postulée sur son comportement, elle ne va pas l'intégrer. Mais voilà. Mais du coup, c'est quand même... On ne sait jamais. Mais ça permet aussi de remettre... voilà. Et ça fait le lien sur un point, c'est que au fond, aujourd'hui, les problèmes auxquels on fait face, la science, une discipline ne peut pas y répondre. On est sur des problèmes complexes où en fait, on a besoin de coopération et d'expertise. Je vais prendre 2 exemples. Le GIEC. Le GIEC, en fait, on appelle ça un groupe d'experts internationaux. Il y a plein de disciplines, parce qu'en fait, par rapport au changement climatique, il n'y a pas une seule discipline qui peut y répondre. On a fait la même chose sur la biodiversité. Et aujourd'hui, les problèmes publics auxquels on fait face par rapport à la biodiversité, la restauration des rivières, c'est pas l'écologie qui va répondre à ce problème-là toute seule. On a besoin des sciences sociales, de la géographie, des sciences politiques, de l'économie, et y compris de l'hydrologie, y compris au sein des sciences. On a tendance à penser que c'est un groupe homogène, mais il y a des grosses petites bagarres et des controverses au sein même des sciences dites dures. Les écologues des populations, les écologues fonctionnels, ils n'ont pas forcément la même vision de la rivière, du territoire, des indicateurs. Et donc, ne pas oublier aussi ça. Le troisième moment, c'est très court. C'est sur cette question justement de l'expertise qu'il y a, et c'est une question finalement, c'est cette injonction de l'expertise, c'est qu'aujourd'hui, au fond, si vous n'avez pas d'expertise à proposer, vous êtes exclu du débat public. C'est qu'il faut avoir quelque chose. Et donc, quand on parle de savoir profane d'un côté et de savoir scientifique, au fond, on essaye de réapproprier les savoirs profanes, les savoirs d'expertise, d'expérience, mais on recrée une hiérarchie. Et il y a peut-être aussi un travail sur les mots, parce que c'est quand même très compliqué. Moi, je pense qu'il faut en effet les réintégrer. Et en plus, Bertrand l'a dit, il y a des savoirs qui sont en train de se diluer et qui sont en train de disparaître. Et ensuite, on le regrettera. Donc, il y a aussi peut-être, nous, d'un point de vue des sciences sociales, à trouver d'autres manières d'arriver à réintégrer ça pour que la politique publique puisse en parler d'une autre manière. Je parle en tant que politique publique. Merci beaucoup. Faites glisser votre micro. Faites glisser votre micro sur la droite. Très bien. Rappelez-nous votre nom et votre fonction, parce que ça a beaucoup muté. Et ensuite, on prendra Monsieur Domergue. Allez-y. Oui, donc Aude Brador, je suis la directrice déléguée du Parc naturel marin de Martinique. Donc, je voulais réagir forcément par rapport à la présentation faite sur la création et la phase de préfiguration donc, du Parc naturel marin et l'analyse sur sa gouvernance, en tout cas sur la manière dont la concertation s'est menée. Et surtout sur la perspective, parce que je ne vais pas faire une nouvelle analyse par rapport à celle qu'a posée M. Justin Daniel.
expliquer que l'instance qui est importante aujourd'hui, c'est le conseil de gestion du parc. Donc le parc est né, certains diraient qu'il est mal né, certains diraient qu'il est né au forceps. En tout cas, il est né et il a l'avantage d'exister, puisqu'effectivement, avec l'Agence française pour la biodiversité, ce sont des moyens et une équipe qui est déléguée auprès de ce conseil de gestion. Donc, c'est très important de comprendre le fonctionnement de l'outil, parce que c'est la seule aire marine protégée, il y a plusieurs statuts d'aire marine protégée, qui a un conseil de gestion qui a un pouvoir d'avis, et que ce conseil de gestion, dans sa composition, l'État y est minoritaire. Il y a 7 personnes sur les 53 qui représentent l'État. Il y a 8 acteurs professionnels, donc ça veut dire que dans la composition, et c'est d'ailleurs plus les jeux d'acteurs liés à la composition qu'autre chose, qui a généré beaucoup de réflexion. Le mot réflexion, c'est pour ne pas dire autre chose, mais en tout cas beaucoup de tension. Voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, ce conseil de gestion a à sa disposition des moyens et une équipe, et les sciences humaines et sociales, parce que ça c'est fondamental, hein, l'AFB l'a présenté Julien Gauthier là-dessus, toute la réflexion menée sur ça est mise au service du conseil de gestion, puisqu'on fait partie de la même équipe de l'AFB, donc cette connaissance est mise à profit. Et on avait, dans mon passé, il y a 14 ans, travaillé lors du premier contrat de baie sur une enquête sociologique. Donc, il y a déjà 14 ans, on se disait qu'il fallait absolument, avec M. Fernand Sainte-Rose, on avait mené cette enquête sociologique, associer la population, et notamment la population du marin. Donc, rassurer peut-être sur le fait que le conseil de gestion a aujourd'hui les outils, que ce soit la connaissance théorique, que ce soit l'équipe dédiée qui, par la formation, la diversité, je pense que c'est aussi un mot important, la diversité des origines, parce que ça peut peut-être aussi manquer quand on n'est pas du territoire, de comprendre un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, l'équipe dédiée, elle est composée de différents acteurs venant de différents territoires, aussi bien du privé, du public, de Méditerranée, de Martinique. Donc ça apporte effectivement, pour protéger la biodiversité, je pense qu'il faut accepter la diversité. Donc déjà, rassurer sur aussi ça, cette notion d'équipe qui a de la diversité, des compétences venues de différentes. Donc il y a aujourd'hui cette connaissance, cette expérience, et puis le conseil de gestion est aujourd'hui présidé par un acteur qui effectivement qui n'est pas un politique, qui n'est pas un institutionnel. Ça a certaines caractéristiques, certains avantages, certains inconvénients, c'est une donnée, et qui en tout cas vraiment nous oblige à être dans de l'action et dans de la proximité avec les acteurs. Donc le passé effectivement a pu rendre difficile l'émergence, l'accouchement presque du parc naturel, mais aujourd'hui cette expérience finalement me semble en tout cas profitable, et dans les conseils de gestion, l'écueil que vous craignez, qu'il n'y ait pas de participation, il n'y a jamais eu un manque de quorum à aucun des conseils de gestion depuis la présidence et depuis cette prise en compte des sciences humaines et sociales. Voilà. Justin Daniel est rassuré, mais je ne crois pas qu'il ait été à quelque moment que ce soit inquiet. Monsieur Domergue. Oui, juste une petite contribution historique, hein, encore une fois, sur le travail de M. Morandi, hein, où quand même à l'époque, il y avait une grosse, il y avait une certaine économie de la rivière, notamment à Pâques, puisqu'il n'y avait pas que les crabes, il y avait aussi les écrevisses. Et depuis le carnaval, les gens qui habitaient, enfin certains, enfin, nous étions des groupes, hein, on construisait notre barrage, qu'on remplissait de branches de bambou, qu'on alimentait avec des nids de poux de bois pour les récolter le vendredi saint. Hein. Première chose. Deuxième chose, on a également... il y avait un problème dans les rivières avant, c'était la bilharzie, hein, qui a disparu avec l'importation, entre guillemets, du tilapia, qui a becté le planorbe vecteur de la bilharzie, ce qui fait que la bilharzie a disparu de nos rivières. Est-ce que c'est une bonne chose? On ne le saura jamais. Et puis, enfin, dans les ustensiles, les outils de pêche que vous avez présentés, il y en a un qui a totalement disparu. Si ça intéresse certaines personnes dans la salle, je pourrais faire un petit dessin tout à l'heure. Et pour cet outil de pêche, l'engin le plus important, c'est la petite clé qui permet d'ouvrir les boîtes de corned beef.
Vous n'allez pas nous laisser comme ça. Cette petite clé servait à quoi? Donnez-lui le micro, parce qu'il y a des gens qui vont partir frustrés. Eh bien, c'est avec cette petite clé qu'on façonnait un hameçon avec une aiguille. Et il y avait tout un système de fils avec un petit bâton, un petit branche bambou ou bois grillave dans lequel on accrochait l'hameçon au bout après avoir mis un verre de terre qu'on tenait avec le doigt, qu'on passait sous les roches. Monsieur Couturier, vous connaissez Barret là, hein? Monsieur Couturier va vous expliquer aussi. Merci beaucoup, monsieur Domergue. Peut-être une petite précision, la disparition de la bilharziose n'est peut-être pas directement liée au tilapia, mais à l'introduction d'un autre escargot qui a tué l'escargot qui était l'hôte de la bilharziose. Mais on reviendra dessus. Il y a un spécialiste là qui a failli bondir, il a déjà un micro. Mais on se calme sur la bilharziose. Question. Oui, non. Alors, justement, je vais reprendre parce que je crois que c'est très important sur la bilharziose. Pas longtemps, pas longtemps, longtemps, mais c'est important parce que vous avez quand même une lacune. Alors, si je remonte un petit peu plus haut... Vous avez vu si je remonte un petit peu plus haut, je suis aussi sur la typhoïde. Et cher au docteur Aliker, où les Martiniquais ont beaucoup perdu. Mais la bilharziose, c'est 25 ans au moins. C'est des années 60 aux années 85. La bilharziose a empêché aux Martiniquais d'aller dans les rivières. Autrement dit, il serait très intéressant dans votre étude de voir quel Martiniquais s'en souvient. Parce que lui, à côté, il ne sait même pas que ça existait. Quel Martiniquais s'en souvient et quel est son rapport à la rivière aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas toujours en rivière, croyant que la bilharziose persiste. Bon, alors donc, je crois que votre rapport, il faudrait un petit peu voir ce côté sanitaire qui ne faisait pas la joie entre les Martiniquais et les rivières. Oui, donc... Alors, on prend les questions et puis... Je vous repasse la parole pour les réponses. Oui, surtout, donc, mon intervention concerne M. Ocollier, j'ai oublié le nom, de monsieur le chercheur Couturier. Couturier. Ne me criez pas de problème politique, s'il vous plaît. Excusez-moi, au nom de Merci Jésus. Bref, c'est la blague. Bon, ça concerne la question de recherche et la question des rivières du Nord. Donc, déjà, je saisis au mot pour qu'il y ait les gardes-pêche, tous les métiers liés à la rivière, c'est dans le programme de développement du schéma départemental à vocation piscicole qui est en ligne à l'Observatoire. Maintenant, on a 3 associations au niveau de la Fédération de pêche. Une au Nord Caraïbes, une au centre et une au sud. Celle au Nord Atlantique, elle n'est pas dissolute, elle est en sommeil. Il faut savoir que pour ouvrir une nouvelle association de protection du milieu aquatique, il faut à peu près 1000 personnes selon le dernier décret. Donc, si on ne réussit pas à dynamiser l'association du Nord-Atlantique, tout ce que vous avez comme espérance n'existera pas. Donc, au niveau de la représentation du Nord-Atlantique. Donc, à partir de là, je vous prends au mot pour justement nous permettre, au cours en 2020, donc après la réserve de période électorale, en espérant que vous gagnez, je souhaite tout le bien que vous souhaitez, de pouvoir justement redonner vie à cette association de protection du milieu aquatique du Nord-Atlantique, vous donnant l'ensemble des moyens juridiques et constitutionnels de pouvoir mettre aussi bien présenté. Le deuxième point, c'est quand même choquant de penser qu'aujourd'hui, il y a un arrêté de pêche, mais que parallèlement, les gens pêchent au point de dire que le maire dise que c'est dangereux. Au niveau de la fédération, on s'inquiète. Au niveau de la recherche, il a été aussi montré que certaines personnes disent pêcher. Au niveau de la fédération, on a cette sensation que malgré l'interdit, que malgré qu'on a des produits qui pouvaient atteindre 40 000 microgrammes par kilo, que la pêche ne s'est jamais arrêtée. Donc à partir de là, j'appelle les différentes instances qui sont encore présentes pour renforcer la fédération de pêche afin de porter une communication importante, puisqu'on est encore au SHS, afin que le Martiniquais sache. Le président du centre a trouvé quelqu'un qui avait 5 kilos de cribiche. Le gars, d'après lui, connaissait plus la pollution des rivières que le président qui en a donné les informations. Donc, il est important pour nous de ça. Et le dernier point, c'est concernant l'étude. Elle est bien, mais elle demande à être complétée. Pour une seule et bonne raison qu'on ne peut pas parler de mangrove sans avoir pris en compte, avoir étudié sociologiquement la vie des habitants de Sainte-Anne
et leurs mangroves, puisque le mot akupa, si on fait uniquement l'étude au sud, il arrive en gros le mot akupa, puisqu'il est encore pêché et consommé. Et pour finir, le dernier point. Vraiment. Là, oui, là c'est fini, toujours sur l'étude, coupé par génération et par secteur, puisque les gens du Nord ne pensent pas comme le centre, et les gens du centre ne pensent pas comme le sud. Et moi qui ai grandi, autant il y avait pas de PlayStation, donc mon amusement c'était à la rivière, il est curieux de savoir, est-ce que les jeunes ont toujours le même rapport à la rivière ou c'est dégradé? Et bien sûr, les jeunes de Dillon, qui pour eux, c'est la rivière blanche cimentée, qu'ils ont une représentation. Donc il faut vraiment renforcer ça. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Couturier, un petit mot sur cette histoire d'interdiction. Les remontées que vous avez, c'est que toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui pêche dans vos rivières. Pourquoi les gens n'obéissent pas à la règle? À la fois, il y a probablement des raisons, il a insisté, de communication. Il y a aussi des raisons d'atavisme et puis de relâchement par rapport à la réglementation. En fait, c'est un euphémisme. Hein. Non, mais c'est une situation où chacun doit jouer son rôle de citoyen. Donc, parce qu'au fait, je suis au poste aujourd'hui, je dis ça. Nous avons eu à récupérer des nasses qu'on voyait dans les rivières, pas provenant du sud, mais provenant du nord, des gens du nord. Et c'est période de pêche et après période de pêche. Au fait, je crois qu'il y a un travail de conscientisation. D'où le film qui est là, je crois que va jouer un rôle important. C'est peut-être pour ça que je vois le DE, président, voir aussi avec le studio qui a réalisé, pour savoir au fait aller sensibiliser à travers cela. Moi, je crois que ça joue un rôle. Parce qu'au fait, si les gens continuent à pêcher, parce qu'au fait, c'est vrai, il y a une situation sociale particulière où les gens ont besoin, les gens ne travaillent pas, donc ils vont essayer, ils vont dire qu'au fait, ils ont besoin de manger, donc nourrir ma famille, vous n'avez rien à me dire, mais donc on a saisi, mais au fait, nous ne sommes pas des gendarmes pour pouvoir le faire, il faut continuer à faire monter les informations auprès des services compétents. C'est la même chose pour, on va parler d'une situation qui embête, mais on est toujours dans le domaine de l'eau et la sécurité alimentaire. Eh bien, des gens qui ont le faux septique, donc des privés qui ont le faux septique qui arrivent dans les rivières. Et même aussi des collectivités. Donc, c'est encore un travail qui est à faire. Et ceux aussi qui vont pomper des faux septiques qui sont remplis et qui sont jetés dans la nature. Nous, responsables de ce pays, en tous les cas, ceux qui ont voté, et puis les services de l'État, il faut que tout chacun se donne la main pour aller, je veux dire, limiter cette tragédie qui s'annonce. Si la bilharzie est peut-être partie absent, mais peut-être il y a des éléments qui vont faire revenir cette bilharzie. Parce que pour la bilharzie, on montrait quelqu'un qui est sur une roche en train de faire ses besoins. Aujourd'hui, on ne voit pas, mais on a beaucoup de choses qui se passent dans nos rivières, qui est un milieu où on doit protéger. On doit protéger parce que je crois que plus que jamais, notre vie, la vie, le devenir de nos enfants est en jeu. Monsieur Morandi, peut-être une dernière réflexion et nous serons obligés de clôturer. Oui, alors sur la bilharzie, effectivement, elle est évoquée par les personnes interrogées et les personnes qui l'ont connue. Je ne pense pas qu'elle soit aujourd'hui structurante, enfin c'est plus une crainte vis-à-vis de la rivière. Je pense que même les gens qui l'ont connue ont repris une pratique de la rivière. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs comme la peur du serpent, par exemple, qui revient davantage dans les entretiens que la bilharzie ou même la qualité de l'eau, du moins pour les pratiques récréatives. L'interdiction de pêche dans l'enquête sur les rivières, elle n'a jamais été évoquée par les personnes qu'on a pu interroger, à aucun moment. Soit qu'elle est passée sous silence parce que les gens continuent à pratiquer la pêche et donc font comme si elle n'existait pas, soit qu'elle est inconnue, ça c'est difficile à évaluer. Sur les aspects générationnels, effectivement il y a des ruptures générationnelles, mais je pense que c'est pas vrai qu'à la Martinique. Marie-Lise en a parlé ce matin sur la rivière d'Ain, je pense qu'on le retrouve à différents endroits. Moi ce qui m'a frappé, là je dirais c'est plus un ressenti personnel, c'est qu'il y a chez les jeunes générations, alors on n'en a pas rencontré énormément, mais pour les jeunes qu'on a rencontrés, il y a une conscience environnementale très développée et parfois un discours environnemental sur la protection très volontaire et en même temps une
déconnexion très importante du milieu. Ça veut dire que c'est une appréhension de la protection de l'environnement, mais qui est un petit peu désincarnée. Et je pense que ça peut peut-être à terme poser un problème. Sur les facteurs géographiques que vous interrogiez, nous, dans l'enquête, on n'a pas noté de différence de pratiques très importantes dans la fréquentation de la rivière entre le nord et le sud, que ce soit sur les rivières, mais aussi sur les mangroves. Il n'y a pas de différence importante de pratiques en fonction des zones de fréquentation. Voilà ce que je peux répondre très brièvement. Très bien. Alors, je vous demanderai de féliciter nos participants. Bertrand Morandi, Justin Daniel, Gilbert Couturier, Arlette Pujard et Fernand Sainte-Rose. Merci de votre participation et on vous réserve une petite surprise. Donc ne bougez pas. Merci de regagner vos places. Je pense que le moment est venu de respirer un peu, c'est ça, hein? Parce que je présume que 7 heures de réflexion non-stop, y compris pendant le déjeuner, ça mérite une petite récréation. Alors je voudrais que vous puissiez accueillir l'une des personnalités montante du slam martiniquais, Black Callaghan. Alors je vais te... Bon, c'est quelqu'un de très fréquentable. Vous pouvez même avoir le privilège de l'inviter chez vous pour un petit slam de 5 minutes. Il fait ça aussi de temps en temps, mais je crois que aujourd'hui, il va nous réserver quelque chose de particulier. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce que vous allez entendre est évidemment totalement improvisé. Monsieur Callaghan, sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous. Donc j'espère que ça a dû être une journée très longue, mais très enrichissante aussi. Donc moi, je reviendrai à la base. Et je dirais que c'est totalement improvisé. Donc on va voyager un petit peu, on va sillonner, je dirais, on va naviguer. Je pense que ça correspond bien au terme. Donc quand je me lève le matin, je me lave le visage pour effacer les erreurs de la veille. C'est promis, aujourd'hui je serai plus sage. Je me lève le matin, je serre les miens à demain car je ne suis pas sûr de pouvoir le faire demain. Et je me lève le matin et je me dis, ce serait important de vivre le moment présent, puisque le futur n'existe pas, ce n'est qu'un souhait. Et le passé, je dois le prendre comme un bon enseignant. Donc tout se joue au présent. Donc au présent, je dois profiter de ce qui m'est cher, de ce que je mets en place pour que mon avenir soit plus clair. J'essaie de faire les rimes en même temps. Donc ceci dit, au présent, j'apprends que personne ne vit pour soi-même. L'arbre fruitier ne porte pas des fruits pour lui-même, le soleil ne brille pas pour lui-même, la lune n'éclaire pas pour elle-même, donc l'eau ne coule pas pour elle-même. Donc il serait parfaitement logique que l'homme ne vit pas pour lui-même. Puisque partant de ce principe, on fait partie du tout, donc il serait important qu'on prenne conscience de ça. Si la nature est là et prend soin de nous, vice-versa, il faut qu'on prenne soin d'elle. Et ça, je pense que ça se fait depuis la base. On parlait des petits, la rivière et ainsi de suite. C'est depuis la base. C'est depuis le berceau qu'on doit donner ces éléments-là à nos enfants pour qu'en grandissant, que ça se fasse de manière naturelle, je dirais même de manière inconsciente, que ça devienne un réflexe. Donc pour ce faire, il faut peut-être changer les habitudes petit à petit. Et peut-être qu'à ce moment-là, les choses vont évoluer parce qu'on aura beau mettre tout ce qu'on veut mettre en place, si on ne part pas à la racine, puisque on se projette dans un futur espéré, si on ne part pas à la racine, les choses resteront toujours les mêmes et le problème restera toujours le même. C'est bon, ça a été? C'était cool? Ok. Donc c'était ma petite vision un petit peu. Et comme je vous le disais, je repars toujours à la base. Donc, petit, on m'a dit il faut que tu grandisses. Et pour ce faire, il faut que tu te
nourrissent. Donc, ça y est, j'y suis. C'est à mon tour de cultiver mon potager. Quand j'aurai besoin d'une branche pour me déplacer, je mettrai ce que je peux. Aujourd'hui, je ne pousse ce que je suis, j'y mets ce que je veux. Mais parfois, j'en ai gros sous la patate car mon sol est victime de dérision, mon engrais est industriel et je n'ai que des fruits et légumes hors saison. Mon sol ne vaudrait-il pas une cacahuète? Serait-il mi-figue, mi-raisin? Donc, je ne pousse ce que je suis. J'avoue que j'ai peur pour l'avenir de mon potager. Donc, je retourne à la terre, je laboure les dires de mes pères et je les entends qui me disent ceci. Petit, dans la vie, il faudra que tu grandisses. Et pour ce faire, il faut que tu te nourrisses. Nourrir ton esprit, avoir soif de connaissance et suffisamment de recul pour une prise de conscience. Nourrir ton cœur, apprendre à donner et à pardonner. Et combien même tu seras dégoûté, mais c'est jamais dégoûté à la vie car elle est belle. Voilà ce qu'on m'a dit petit. Alors j'ai potassé mes légumes dans mon potager de bitume. Ce n'est peut-être pas une coutume, mais pour le moment je l'assume. Et j'ai potassé mes légumes dans mon potager de bitume, même si ce n'est pas un champ, je le sèmerai aux 4 vents. J'ai su que la vie est comme un oignon. Graine de riz fait sac de riz, c'est ce que disait ma maman. Donc même quand je suis en dèche, j'ai la banane et je garde la pêche. Et même si dans mes poches, je n'ai pas un radis, je m'en fous, les groseilles n'ont jamais donné accès au paradis. À quoi bon vivre sa vie en appuyant sur le champignon, on bouffera tous les pissenlits par la racine de toute façon. Moi, la mienne, je la laisse mijoter. Et par moments, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle peut bien me mijoter? Et là, cerise sous le gâteau, elle te présente à l'amour. T'as beau être grand comme une asperge ou haut comme 3 pommes, il suffit pas de ramener sa fraise, ne me raconte pas de salade. Quand on croise l'amour, naturellement, la poire se coupe en 2. Mais quoi qu'il en soit, dans le potager de la vie, une cause et l'effet et la cause, en semant la graine, on récolte le fruit. Encore faudrait-il savoir ce qu'on en sème pour ne pas être surpris lors de la récolte. Et comme la pomme ne tombe pas loin du pommier, eh ben, j'ai intérêt à laborer pour que mes gosses ne soient pas paumés. Alors j'ai potassé mes légumes dans mon potager du bitume. Ce n'est peut-être pas une coutume, mais pour le moment, je l'assume. Et j'ai potassé mes légumes dans mon potager du bitume, même si ce n'est pas un champ, je le sèmerai aux 4 vents. Alors jour après jour, je continuerai à potasser mes légumes dans mon potager du bitume. Et quand la vie m'a offert un navet, eh ben, j'en ai fait un palais. Et bien sûr, pour cela, il fallait quelques gouttes d'eau pour rendre les choses encore plus sublimes et que tout soit un peu plus beau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ah ouais, évite de t'éloigner parce qu'il y a des gens qui veulent absolument ton numéro de portable. C'est des messages subliminaux que j'ai reçus. Bien, félicitations à nouveau, Black Callaghan. Merci beaucoup. Pour conclure cette journée, je passe la parole à Madame la directrice qui va vous faire à la fois un petit bilan et des et vous donner rendez-vous en 30 secondes. Non, j'ai pas pris de notes. Donc je ne suis pas en mesure de faire la synthèse immédiate. Je souhaitais très brièvement vous dire un grand merci. Merci d'être restés jusqu'à la fin, pour ceux qui sont encore là. J'espère que... Donc ce matin, on avait quelques ambitions. Je pense qu'on a, si ce ne sont que des réponses, mais en tout cas, on a dessiné des pistes de travail. Il y a eu pas mal d'exemples concrets. Pendant le déjeuner ce midi, ça phosphorait dans tous les sens. Il y avait 50 idées sur la table, enfin, voilà, avec que j'ai partagé mon déjeuner. Et donc, pour nous, c'était une grande satisfaction. J'espère que pour vous aussi. Alors, à l'ODE, on n'en reste jamais aux discussions, on continue. Donc, sur le site de l'Office de l'eau, vous allez retrouver, non, de l'Observatoire. Donc, on a 2 sites de l'Observatoire. Vous serez en mesure de retrouver l'ensemble des débats, puisque le séminaire a été enregistré. Vous avez également des supports sur les clés USB, je crois qu'Eddy l'a dit ce matin, avec un certain nombre de présentations que nous avons sélectionnées. Et puis concernant le film, donc nous espérons bien qu'il puisse servir de support à un certain nombre de manifestations, en tout cas d'opérations de sensibilisation vers différents publics. Nous allons pouvoir revenir vers vous pour les partenaires qui sont en général intéressés, et puis pourquoi pas tout le monde, hein. Il y avait les partis, il y avait une dame de l'éducation nationale
qui était présente, elle est partie. Donc voilà, nous avons un certain nombre de pistes de travail pour pouvoir non pas démocratiser ou vulgariser, mais plutôt adapter les concepts et puis les pistes de travail que nous avons dessinées ici à tout public. Voilà l'ambition que nous avons pour après. Et peut-être, pourquoi pas, Monsieur le Président, influencer nos politiques dans leur prise de décision en replaçant l'humain à chaque fois qu'on réfléchit à mettre en place un projet. Voilà, merci. Merci, bon retour. Félicitations à tous. Ne bougez pas, 30 secondes. Vous êtes invités à prendre une petite collation. Eh oui, c'est bien ça? Voilà, un rafraîchissement pour la route. Faites attention, merci beaucoup et à très bientôt.